Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du deuxième match de la saison de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais face à Montpellier. Ça aura lieu samedi à 17 h sur Prime Video à domicile. Donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, mon dispositif, si vous avez des vidéos du match parce que vous êtes allé dans le stade, des vidéos d'ambiance, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du stade, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse mail qui figure dans l'onglet à propos ou sur le bandeau de la chaîne. Comme je le dis souvent, pensez à ceux qui ne peuvent pas aller au stade, soit parce qu'ils habitent trop loin, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens financiers, ou qu'ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont malades ou qu'ils ont des handicaps. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de ce match en me précisant un petit peu le contexte, notamment s'il y a des vidéos de joie, si c'est après un but ou un truc comme ça. Et si vous avez un réseau social genre Twitter ou Instagram, n'hésitez pas à me le donner, que je puisse vous faire quand même un petit peu de promotion. Alors, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la victoire ou le chaos, évidemment. Vous savez que Laurent Blanc est très contesté, notamment sur les réseaux sociaux. Que le club, comme beaucoup de clubs, fait des sondages pour connaître un petit peu la popularité des uns et des autres. Et évidemment, après 4 défaites consécutives en matchs amicaux couplés donc à la défaite à Strasbourg, malgré, comme je l'ai dit dans ma vidéo de débrief, des choses plutôt encourageantes, eh bien, il est clair que Laurent Blanc est quand même dans l'œil du cyclone et qu'une défaite à domicile face à Montpellier, à mon avis, scellerait son sort. Néanmoins, si on part du principe que, a priori, ce match-là est gagnable, et je vais expliquer pourquoi, puisque je vais vous présenter les deux équipes, et notamment Montpellier, que j'ai regardé contre le Havre la semaine dernière. Croyez-moi, rien que pour ça, je devrais avoir l'ordre national du mérite, parce que c'était franchement pas jojo. Et donc certains m'ont dit, et ils ont tout à fait raison, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, que je devrais faire comme l'année passée. J'avais fait un bosoton où j'avais donné 10 matchs à Peter Bosz pour atteindre un certain objectif de points. Donc si je veux être honnête, il faut que je fasse la même chose avec Laurent Blanc. Donc voici mon blanc coton. Donc contrairement à Peter Bosz, je ne vais pas laisser 10 matchs à Laurent Blanc, je vais lui en laisser 8. Tout simplement parce qu'il y a moins de matchs cette saison, et surtout après 8 matchs, il y a la trêve internationale du 7 au 21 octobre. Donc si on veut changer de coach, évidemment, il vaut mieux le faire pendant cette période-là. Ça permet à un nouveau coach de prendre un peu le pouls de l'équipe et de mettre en place certains trucs. Donc l'objectif sur 8 matchs, pour une équipe qui veut finir top 4 ou top 5, eh bien évidemment, c'est de faire 2 points par match. Seulement 2 points par match, ça dépend aussi des adversaires. Or, il se trouve que hormis le PSG, on va jouer quand même que des équipes, va dire, de la deuxième partie de tableau, sauf peut-être Nice, et encore. Donc j'ai réalisé un objectif. Alors 3 points à Strasbourg, c'est déjà mort. 3 points à domicile contre Montpellier. Vous voyez, j'étais pas trop ambitieux à Nice en nous donnant 1 point. 0 face au PSG, parce que je pense qu'on en est très très loin, évidemment. J'espère qu'on va en prendre. Mais disons que ce serait pas illogique qu'on en prenne qu'un. Ensuite, 3 points au Havre, 3 points face à Brest, 1 point à Reims, parce que Reims, on n'arrive jamais à gagner là-bas. Et 3 points face à Lorient, qui me paraît moins dangereux que la saison passée. Donc vous voyez, après 8 matchs, si Laurent Blanc n'atteint pas l'objectif de 17 points, pour moi, il sera en très grand danger. Bon, attention, s'il est à 16 points, je ne vais pas le condamner définitivement. Mais je pense qu'en tout cas, ça sentira le roussi pour lui. Alors, le match face à Montpellier revêt une extrême importance, vraiment. Je dirais qu'on est déjà avec une pression maximale, tout simplement. Donc, la situation de Laurent Blanc. Mais imaginez, vous savez que Bradley Barcola est extrêmement demandé par le PSG, même par Manchester City. Que Tagliafico s'interroge pour peut-être retourner à l'Ajax. D'une certaine manière, son gros salaire, c'est ce qui empêche l'Ajax de le reprendre, sinon je pense que ce serait déjà fait.
Et si vous perdez, eh bien, tout simplement, il y a une démoralisation générale de la part des cadres de l'équipe. Les jeunes, c'est différent. Eux, ils s'en foutent. Un Mohamed El Arouche, à la limite, lui, la seule chose qu'il veut, c'est jouer. Les résultats, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais disons que ça va beaucoup moins l'atteindre. Alors que des Lacazette et des Tolisso, si vous perdez contre Montpellier, ils se disent mais la saison, mais qu'est-ce que ça va être quoi. Donc évidemment, ça c'est très important et une démoralisation et même une démobilisation à craindre de la part de beaucoup de supporters, pas tous, mais beaucoup de supporters qui vont dire il n'y a absolument rien à attendre cette saison. Et d'ailleurs, on va regarder un sondage que j'ai fait et vous allez voir que justement, on est un petit peu sur la corde raide sur ce sujet. Alors, si vous voulez être informé de toutes les nouveautés, j'essaye de publier beaucoup de choses dans l'onglet communauté, eh bien, il faut que vous activiez la cloche pour recevoir toutes les notifications, donc les sondages, les infos que je donne et évidemment les nouvelles vidéos. Donc, je vous ai interrogé eh bien, après le match de Strasbourg pour connaître votre sentiment après cette défaite. Donc, soit pessimiste sur la suite de la saison, soit confiant grâce à la première mi-temps, sachant peut-être que la préparation physique était encore dans les jambes et qu'on a vu des choses prometteuses. Alors quand même 455 votes, et vous voyez qu'on est à 51-49 pour le pessimisme, donc vraiment vous êtes extrêmement partagés, et on peut penser qu'une défaite face à Montpellier, alors là évidemment je ferai un sondage après le match, là je pense qu'on passerait à 80 voire peut-être 90%. Bon, je ne veux pas influencer le vote, mais je pense que voilà, ça ne pourrait aller que vers davantage de pessimisme. J'étais intéressé aussi par connaître votre point de vue sur l'effectif. Est-ce qu'il est approprié cet effectif donné à Laurent Blanc pour atteindre l'objectif, à savoir la Ligue des Champions. Alors certains m'ont dit, oui mais l'objectif de la Ligue des Champions c'était avant l'encadrement de la DNCG. Moi personnellement, depuis que l'encadrement de la DNCG a été, on va dire, définitif, déjà je constate qu'il n'y a aucune prise de parole de la direction, que ce soit de Textor ou de Cucci. Et l'objectif n'a pas été revu à la baisse. Lui, Laurent Blanc, justement, il dit « j'attends de voir mon effectif définitif pour avoir un objectif ». Mais la direction, en tout cas, n'en a absolument pas donné. Pour moi, le seul objectif, c'est celui qui a été énoncé par John Textor lors de sa conférence du mois de mai, c'est-à-dire atteindre la Ligue des Champions. Il a dit « si on ne le fait pas, ce sera un échec ». Alors l'échec de qui ? Certains pointent du doigt Laurent Blanc, vous savez qui moi je pointe. Voilà, je vous ai également demandé le système que vous souhaitiez voir face à Montpellier. Donc majoritairement du 4-2-3-1. Sinon, vous êtes 46%, vous êtes 26% à penser à un 4-3-3, 22% à un 4-4-2 losange et 5% avec un 3-4-3. C'est vrai que notre défense nous fait peur. Donc on se dit 3 centraux avec des latéraux qui sont peut-être meilleurs offensivement que défensivement comme Tagliafico et Koumbedi. Moi, je n'exclus pas totalement qu'un jour on passe en 3-4-3, notamment quand on n'aura plus de blessés au niveau des défenseurs centraux. Je rappelle que Lovren, évidemment, est absent. 4-4-2 losange, ça se tient, mais ne nous voilons pas la face. Je pense qu'on aura droit à un 4-3-3, tout simplement parce que Laurent Blanc, je pense qu'il n'a pas une grande confiance en Koumbedi, qu'il n'est pas encore convaincu non plus, et ça c'est tout à fait normal, de l'association Caleta-Tchar-Diomandé, qui a été, je trouve, bonne face à Strasbourg, mais qui n'a pas encore tous les automatismes. Donc je pense qu'il préférera quand même mettre 3 milieux devant pour venir combler les trous qui peuvent éventuellement se faire jour. Alors ensuite, je vous ai interrogé sur qui voudriez-vous voir dans l'équipe. Alors, pour aller avec Tagliafico, Caleta-Tchar et Koumbedi, puisque Mata est blessé, il ne reviendra pas au mois d'août, eh bien, vous avez choisi Diomandé. Alors, certains veulent voir O'Brien. Alors, je suis très, très étonné de cela. Tout simplement parce qu'O'Brien, personne ne l'a vu jouer. Le mec a fait une très bonne saison en division 2 belge. Il n'est pas conservé par Crystal Palace. Alors, il a sans doute pas le niveau pour jouer en première ligue, mais je suis très étonné que des gens qui n'ont jamais vu jouer ce gars veulent le voir titulaire avec Caleta-Tchar.
Alors, je sais bien qu'il y a une hype, il fait 1m97, il est irlandais, il y a des photos de lui qui circulent où il est en sang. C'est un combattant, il a fait une interview en disant que son objectif c'était d'être titulaire à Lyon. Je pense que chacun doit se calmer sur O'Brien. Sachez quand même que Laurent Blanc va l'évaluer et que s'il pense qu'il n'a pas le niveau, le gars va repartir en prêt à Molenbeek. Hein. Donc calmons-nous sur O'Brien. J'ai réclamé de la taille et de la puissance. Il y a de la taille et de la puissance, mais on ne sait rien de ce gars. Donc restons calmes. Sur le milieu de terrain, dans un 4-2-3-1 bien entendu, puisque c'est ce que vous avez souhaité, vous préférez quand même Maxence Cacré à 65%. Le Penant, vous le voyez, recueille quand même très peu de suffrages. Maitland Niles, alors lui, qui n'était même pas dans le groupe dans le match précédent, donc je le vois mal titulaire lors du match à venir. Alors peut-être un jour titulaire en latéral droit, hein, puisqu'il a joué toute la saison l'année dernière à ce poste. Quant à Mohamed El Arouche, il a quelques supporters, mais seulement 5%. Après, il faut être honnête, Mohamed El Arouche, c'est pas du tout un 6. Donc on le verrait plutôt en numéro 10, remplaçant de Ryan Cherki. D'ailleurs, on pourrait très bien imaginer que Ryan Cherki soit dans l'aile, Mohamed El Arouche en 10, mais je pense qu'il n'a pas assez de minutes de Ligue 1, et là, il nous faut absolument une victoire. Donc je n'imagine pas du tout qu'El Arouche soit titulaire. Dans l'aile, pour accompagner Cherki en 10, Barcola et Lacazette, Jeffinho est plébiscité, mais vous vous rendez compte quand même les limites de notre effectif. Jeffinho, il est totalement dépressif. Il n'a pas mis un but, enfin il a mis un but depuis qu'il est arrivé chez nous au mois de janvier, en plus un but qui ne sert à rien en Ligue 1, je précise, puisque c'était lors de la défaite 3-1 à Nice. Amin Sarr, qui recueille royalement 1% des votes. Mboup, alors Mboup titulaire, ça me paraît quand même très ambitieux. Et Kadewere, bon, qui a joué ailier droit sous Rudy Garcia. D'ailleurs, Barcola peut tout à fait jouer ailier gauche. Hein. Donc Kadewere, finalement, c'est pas totalement dingue. Hein. En tout cas, moi, je pense que c'est pas dingue. Mboup, malheureusement, bon, je ne le vois pas du tout titulaire. Après, pour rentrer en rotation, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer l'équipe des abonnés, comme je le ferai d'ailleurs à chaque présentation de match. Donc un 4-2-3-1 avec Ryu, Tagliafico, Koumbedi en latéraux, Diomandé, Kaletachar, Tolisso, Cacré devant, Cherki en 10, Jeffinho à gauche, Lacazette en pointe et Barcola à droite. C'est quasiment l'équipe qui avait fini le match à Strasbourg et qui s'était quand même procuré pas mal d'occasions. On a envie effectivement d'avoir un Laurent Blanc moins frileux dès le début du match. On a quand même fini la saison avec cette composition quasiment, bon, sauf les centraux évidemment. Et puis Lopez, évidemment, hein, Ryu selon moi 100% responsable sur le coup franc. Bon, c'est séduisant, mais je pense que vu les erreurs répétées de Koumbedi, l'association ici qui encore est très très nouvelle, je pense qu'on aura droit à 3 défenseurs et donc que le Penant sera titulaire, ce qui exclut Jeffinho. Alors Cherki dans l'aile, si vous allez regarder la heatmap de Cherki lors du prochain match, il n'est pas du tout dans l'aile. Il est ici essentiellement, donc milieu offensif, un petit peu derrière Lacazette. Barcola lui remplit son aile, mais Cherki va très peu dans l'aile, ce qui d'ailleurs ouvre des opportunités à Tagliafico qui d'ailleurs a marqué un but. Donc Cherki, quand je vois certains s'offusquer du fait que Cherki soit ailier, on va dire, dans le dessin de la composition, dans la réalité, non, Cherki, il joue plutôt ici. Allez voir les heatmaps, hein, on les voit très facilement. Bon, je vais vous parler maintenant de Montpellier. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé Montpellier face au Havre donc la semaine dernière. Le Havre qui avait très très bien commencé le match, mais Montpellier est revenu avec son attaquant, Accor Adams, qui, il faut bien le dire, on ne connaissait pas du tout, hein, enfin en tout cas moi je ne le connaissais pas. Montpellier à domicile, évidemment, ça nous rappelle le match historique où nous étions menés 4-1 la saison dernière et nous avons fini par gagner 5-4. Montpellier a fini 12e de la saison passée, ce qui était plutôt un bon résultat vu les affres qu'ils ont connus pendant la saison. Le retour de Michel Derzakarian comme coach a évidemment permis cela. Bon, l'effectif est assez hétérogène, hein, puisque vous avez quelques vraiment joueurs de talent
et des joueurs très 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 moyens. Bon, l'objectif de Montpellier, c'est Laurent Nicolin qui l'a dit, c'est vivre une saison moins compliquée et tendue que la saison dernière et obtenir un maintien plus tranquille. Le but est que ça soit moins tendu et qu'on prenne plus de plaisir. Donc vous le voyez, hein, une équipe qui, grosso modo, avec on va dire 18 clubs, eh bien, va espérer être entre la 8e et la 12e place pour pas se faire trop peur. Ils sont déjà quand même un petit peu dans la sauce, hein, puisque dans le premier match, donc 2-2 face au Havre, donc face à une équipe qui joue le maintien, ils n'ont pris qu'un point. Donc c'est quand même un petit peu embêtant pour eux. Alors dans cette équipe, évidemment, quelques joueurs de grand talent, hein, notamment évidemment TJ Savanier, qui a un pied magique, hein, il faut bien le dire, et il faudra être très très attentif sur les coups de pied arrêtés, parce que vraiment c'est un spécialiste de cela, et nous vous savez que défensivement sur les coups de pied arrêtés, on est nul à chier, hein, je n'ai pas peur de le dire, on prend but sur but, donc on en a ras le cul, mais c'est comme ça. Je ne vois pas tellement de progrès et ça vraiment ça m'énerve. Autre joueur donc qui a marqué les esprits lors du premier match, hein, Akor Adams, un attaquant nigérian, qui vient tout simplement de Lillestrøm en Norvège, hein, donc autant vous dire qu'on n'est pas des habitués du championnat norvégien, mais il a mis un doublé lors du premier match, joueur extrêmement physique, très très bon sur le jeu de transition. Après, sur le jeu placé, je suis moins convaincu. Dans cette équipe, évidemment, on retrouve des vieux briscards de la Ligue 1, hein, comme Wabi Kazri, comme Benjamin Lecomte, comme notre ancien lyonnais Jordan Ferry. Et dans cette équipe, il y a aussi peut-être le plus mauvais joueur de Ligue 1, selon moi, Falaï Sako. Alors lui, c'est un phénomène. Et Ryan Cherki, qui va jouer face à lui, à mon avis, va le faire danser. Et donc, il va falloir absolument attaquer ce joueur. Vous le voyez, une équipe avec une moyenne d'âge de presque 29 ans. Hein, donc, on a joué vraiment la carte de l'expérience avec cette équipe de Montpellier. Ce qui, moi, m'a marqué vraiment dans les faiblesses de cette équipe, donc les forces, c'est Savanier, et notamment Adams, et une équipe, on va dire, expérimentée. La faiblesse pour moi, c'est vraiment la lenteur de ces joueurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment une équipe de charrettes. Hein. Savanier, super pied, mais c'est pas vraiment un athlète. Akor Adams, alors lui, oui, d'accord, il est rapide, mais bon, balle au pied dans les petits espaces, je suis pas convaincu. Donc c'est une équipe franchement qu'on doit écrabouiller. Je ne vois pas d'autre solution. Alors vous me direz, il y a Eli Wahi qui nous avait mis 4 buts, mais Eli Wahi, il était sur le banc lors du match précédent, il est en instance de départ, ou ce n'est pas sûr, il y a eu Chelsea, mais vu ce qui se passe à Chelsea où il n'arrête pas de recruter, il se dit qu'il ne jouera jamais, donc il va peut-être aller ailleurs, mais disons qu'il n'a plus vraiment la tête à Montpellier. Je serais très surpris qu'il soit titulaire, mais surtout dans un 4-2-3-1. Donc voilà, lui par contre il est dangereux, effectivement. Alors l'OL, c'est beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents malheureusement, sur blessure. Donc Mata et Lopez qui seront absents tout le mois d'août. Lovren évidemment, hein, donc vous voyez quand même 3 joueurs à vocation défensive et qui sont censés être des piliers de notre défense, donc ne seront pas là, et ça c'est un vrai souci. Kenny Alvero lui est encore suspendu, hein, il purgera là son dernier match de suspension. Et Ansley Maitland-Niles, alors lui on ne sait pas où il en est, il était même pas dans le groupe lors du dernier match, donc il va peut-être rentrer dans ce match là, mais ce n'est pas sûr. On connaîtra le groupe un peu plus tard. Alors comme je l'ai dit, évidemment, avec ses absences en défense, Laurent Blanc y fouette, hein, ce qui est normal. Il n'a pas envie de perdre face à Montpellier. Donc je pense qu'on aura droit à un 4-3-3 avec Le Penant. Alors malgré ce 4-3-3, parce que moi je veux bien 4-3-3, mais nos milieux, ce n'est pas forcément des milieux défensifs. Hein. Cacré, je le rappelle, 5 buts et passes décisives lors des 7 derniers matchs, hein, donc il est quand même présent à la création. Tolisso, c'est pas non plus un milieu défensif, hein, donc c'est quelqu'un qui est capable de créer et de tirer de loin. Donc il va falloir tout simplement que Cherki, Lacazette et Barcola, bien servis par Cacré et Tolisso, soient beaucoup plus percutants et efficaces en attaque.
Et si c'est le cas, normalement, on doit passer crème. J'espère aussi qu'on va faire une clean sheet, hein, donc ne pas encaisser de but. Tout simplement parce que sur les 10 derniers matchs officiels, une seule fois on n'encaisse pas de but. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, l'OL, quand il commence son match, il a déjà un but dans le cornet. Donc ça, on ne peut pas continuer. Et si on rajoute les matchs amicaux, on a une seule clean sheet. Sur les 15 derniers matchs, rendez-vous compte, mais c'est hallucinant. On ne peut pas espérer faire une bonne saison si on encaisse des buts à tous les matchs. Maintenant, il va falloir y aller. Moi, j'ai bien aimé, comme je l'avais dit, le discours de Ryan Cherki, qui n'était pas défaitiste, qui au contraire était énervé, voulait remettre les pendules à l'heure. J'espère que ce sera la même chose avec l'intégralité de l'équipe. Je trouve que défensivement, il y a moyen de faire quelque chose, même si Koumbedi me fait toujours peur. Donc espérons quand même une bonne prestation de notre équipe. Je vous mettrai un sondage sur votre pronostic dans les jours à venir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Allez l'OL, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.